sécurisé, prospère, c'est le Congo voulu par Félix Tshisekedi. Il a pris 6 engagements qui ont fait l'objet de sa campagne électorale à la présidentielle de décembre 2023. Ces 6 engagements étaient développés lors de son discours d'investiture. Ce sont donc ces 6 engagements majeurs, ce projet que devra matérialiser le gouvernement pour l'accompagner à matérialiser sa vision durant cette mandature. Quels sont ces 6 éléments majeurs? Nous proposons de les décortiquer dans ce dossier de la rédaction. Bienvenue, mesdames, messieurs. Bienvenue à la Boma. Merci, Julie Sefou. Bodom Matungulu est notre invité ce soir. Il est ingénieur civil, président du think tank RDC Stratégie. Il a un executive master en politique et management de développement potentiel Afrique de l'université Sciences Po Paris-France. Son travail avait porté sur la proposition d'un nouveau cadre de planification de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Monsieur Matungulu. Merci beaucoup, monsieur. Think Tank RDC Stratégie, quelle a été la motivation pour sa création? D'abord, la RDC Stratégie, comme vous le dites, c'est un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées, une caisse de résonance qui regroupe différents experts, qui vise ici d'abord à pouvoir, disons, engager de réflexion de manière ouverte et indépendante. Nous réalisons des analyses prospectives et proposons des solutions innovantes afin de promouvoir et de favoriser les secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Et donc ce profond désir de pouvoir concrétiser le développement de la RDC qui nous a amené à mettre en place cette structure. Et nous sommes convaincus d'une chose, que la providence divine a créé la RDC pour jouer un rôle exceptionnel. Et la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. C'est donc fort de cette conviction que vous vous êtes mis ensemble avec d'autres compatriotes pour réfléchir autour de ce think tank et justement vous analysez aussi les 6 engagements du chef de l'État, ce qui va de soi pour le Congo émergent. C'est bien ça. Alors vous avez suivi avec un grand intérêt, c'est sûr, le discours d'investiture de Félix Tshisekedi qui avait porté essentiellement sur ces 6 engagements majeurs, ce dont on va parler aujourd'hui globalement. Comment vous l'avez pris? Déjà, je tiens à féliciter d'abord le président qui a été élu et surtout lors de son discours d'investiture. Ces discours qui, en fait, renferment ces 6 engagements qui traduisent ici que nous avons un chef de l'État qui a une vision pour ces pays. Ça, c'est déjà quelque chose que nous saluons. Et ce sont des engagements qui visent à répondre aux besoins de la population et surtout à apporter des changements significatifs dans plusieurs domaines. Et cependant, il faudrait le considérer ici comme des fruits ou bien ça sera des retombées des actions qui doivent être menées. À savoir, entre autres, ici, la réalisation des grands projets structurants et surtout des réformes audacieuses qui vont amener notre économie à devenir plus dynamique, moderne et compétitive. Donc, ces 6 engagements tombent à point nommé. Tombent à point nommé. Le premier engagement porte sur la création de l'emploi. Comment créer beaucoup d'emplois dans un pays où l'emploi n'existe pas? L'emploi n'existe pas. Même ceux qui travaillent n'ont pas d'emploi. Ok, en fait, moi j'aimerais aller plutôt dans le sens de donner, parce qu'au début, avant de pouvoir parler de manière plus détaillée de ce qui doit être fait, comme je l'ai souligné, tout ce qui a été présenté comme engagement seront en fait le fruit des retombées des actions qui doivent être menées. Voilà. Alors, il faudrait d'abord plutôt aujourd'hui interroger quelles sont ces conditions qui feront en sorte que nous puissions avoir ces retombées. Tout d'abord, on devra parler de ces engagements pour une bonne compréhension. Donc, le premier, c'est créer
plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat des ménages, assurer avec beaucoup plus d'efficacité, poursuivre la diversification de l'économie et d'accroître sa compétitivité, garantir plus d'accès aux services de base, et puis renforcer l'efficacité de nos services. Et quelles sont les conditions pour que ces 6 engagements soient efficaces dans l'application? En fait, c'est comme j'étais en train de le dire, il faudrait d'abord considérer une chose ici. Nous sommes dans un tournant décisif pour notre pays. Vous allez constater avec moi qu'il y a des équilibres qui sont en train de se créer géopolitiquement aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que nous devons nous faire une place dans cet ordre, ce nouveau ordre mondial qui est en gestation. Et cela va en fait en même temps guider notre manière de faire pour permettre à ce que tout ce qui a été présenté par le chef de l'État comme engagement, qui sont en fait ses promesses, ça sera le résultat des actions qui vont être menées, et il y a des conditions. Pour y arriver, vous avez entre autres parlé du travail que j'ai eu à élaborer. Nous sommes allés par une considération, c'est-à-dire la situation que traverse la RDC aujourd'hui. Il y a des pays qui ont été dans les mêmes conditions que nous aujourd'hui et qui sont aujourd'hui comptés parmi les pays émergents. Donc, ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis. Ouais. Entre autres, aujourd'hui, c'est des pays que nous, lorsqu'on nous parle de ces pays, tout le monde rêve d'aller dans ces pays. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle les tigres asiatiques. Vous avez la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande. Vous avez les dragons d'Asie comme Singapour, la Corée du Sud. Ces pays étaient il y a quelques dizaines d'années dans les mêmes conditions que la RDC. Et la RDC d'ailleurs a des avantages parce que la RDC a des ressources que ces pays n'ont pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pouvons faire mieux. Et lorsque vous regardez dans ces pays, qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent en sortir? Je prendrai l'exemple de Singapour avec Lee Kuan Yew, qui a appliqué certaines recettes qui ont fait qu'aujourd'hui Singapour soit ces pays tels que nous le connaissons aujourd'hui. Les recettes ici, ce n'est pas la maximisation des finances, hein? Non. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, les conditions qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir en fait avoir ces retombées qui sont ces 6 engagements du chef de l'État. Premièrement, je dirais qu'il faut d'abord avoir une forte volonté politique et un engagement clair du gouvernement. Parce que la volonté politique, cette forte volonté politique nous permettra de pouvoir aujourd'hui mettre en œuvre des réformes audacieuses, des fois qui seront impopulaires, mais pour le salut du pays. Et cela nous permettra de pouvoir mettre en place aussi des stratégies qui permettront à ce que le pays puisse se développer, favoriser en fait ici ce que moi j'appelle un développement à long terme et non de développement juste à court terme basé sur un mandat présidentiel. Ça a longtemps manqué au Congo aussi. Exactement. Ouais. Et deuxièmement, je dirais qu'il faudrait aujourd'hui se doter d'un nouveau outil de planification. Vous savez, pourquoi je dis ces nouveaux outils de planification? Parce qu'il y en a. Il y en a eu. Mais je peux vous dire que depuis les années de l'indépendance, 63 ans, durant 63 ans, on a dénombré pas moins de 25 plans et programmes de développement. Et tous ces plans et programmes de développement ne nous n'ont pas permis de pouvoir connaître ce décollage économique que nous attendons toujours. Donc il faut un nouveau plan, un nouveau plan qui prend en compte les enjeux de l'heure, les enjeux actuels. Et faire en sorte que cette planification, que nous puissions planifier des stratégies avec une vision à long terme. Et cette vision à long terme qui sera assortie maintenant des plans quinquennaux.
Parce qu'on ne fait pas juste un plan pour 5 ans, mais ça doit être avec une vision à long terme. C'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des pays que j'ai cités, ils vous parlent de plans qui vous prennent 35 ans, mais assortis des plans quinquennaux. Et faire de manière que cet outil, ces plans deviennent le seul guide stratégique de tout ce que nous allons avoir comme programme et comme politique de développement. Est-ce que c'est facile comme ça, si on sait qu'en République démocratique du Congo, quand un régime passe, l'autre, celui qui vient, fait table rase, tout ça? Mais en fait, c'est une très bonne question. C'est la pérennité de ces plans qui fait que nous puissions avoir des résultats. C'est pourquoi je dis que ça doit être le seul guide programmatique. Et aucun projet ne peut se faire en dehors de ce plan. Donc pas d'improvisation. Pas d'improvisation. Et là où je vais souligner une chose, c'est que moi je préconise même que ces plans soient ratifiés au Parlement. Ah oui, parce que j'avais demandé à qui de le faire, quel laboratoire. De telle manière que cela puisse avoir une force, devienne une force de loi. Les régimes peuvent changer, le gouvernement peut changer, mais au moins la trajectoire du développement de la RDC est tracée. Le priorité en termes de priorité, on peut essayer de l'adapter, mais en termes de trajectoire de développement, on doit avoir cette trajectoire que tout le monde doit s'y conformer. Aucun programme ne peut se faire en dehors de ces plans. Mais comme je l'ai dit, assorti des plans quinquennaux. C'est pourquoi alors, les plans quinquennaux doivent se baser en fait, sur le plan qui a cet horizon à long terme. Et c'est pourquoi moi je demanderais que le programme du gouvernement 2024-2028, que ça soit en fait le point de départ, que ça soit notre première étape de ces voyages vers l'émergence, de manière à impulser ici de manière irréversible notre trajectoire vers le développement. Et cela demande à ce que nous puissions avoir un plan qui sera force de loi et que tout ce qui sera fait soit calqué dans ces plans et que nous puissions avoir une direction bien tracée, savoir ce qu'on est en train de faire. Et là, on va éviter d'avoir une multiplicité des plans. Parce que lorsque vous avez une multiplicité des plans, chacun essaye de faire son projet. Vous avez des fois le même projet que vous faites dans ces plans, c'est le même projet qui est encore amorcé dans... Avec des personnes différentes, d'autres méthodologies. Ça ne donne pas aussi ici une vision claire aux investisseurs qui viennent. Ce n'est pas par exemple aux investisseurs de venir vous dire quel projet vous devez faire. Ils doivent plutôt venir se rentrer dans votre vision, votre vision à ce qui est planifié au niveau du pays. Chez nous, par moment, ça boitille un peu de ce côté-là. C'est une faiblesse de notre part? Oui, en fait, lorsque vous regardez, je vous ai parlé ici de plus de 25 plans qu'on a eu depuis la cession de notre indépendance. Mais en fait, c'est ça, c'est parce que ce n'est pas une force de loi. Vous avez à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a les nouvelles stratégies qui se mettent en place et chaque fois on a un perpétuel recommencement et ça ne nous permet pas d'avoir une vision claire. Et puis vous avez ici, vous allez voir en termes du plan, il y a aussi en termes de tout ce qui est mécanisme de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan. Ça c'est très important. Ça a été une des lacunes en fait de tout ce qu'on a mis en place comme plan dans ces pays. Des plans qui sont des fois avec des structures, des mécanismes de suivi et d'évaluation pléthoriques et qui les rend inopérationnels et on n'arrive pas à avancer. Et un autre problème, c'est le problème entre autres de financement de projets que l'on a dans ce plan. Dans le document que nous avons produit, nous donnons la solution à tout cela. Et comme troisième condition ici, c'est de promouvoir la méritocratie. Et ça a été le fort de tous ces pays dont je vous ai cité. Promouvoir la méritocratie revient à quoi? À promouvoir et à choisir les individus en fonction de leurs compétences, de leurs performances, de leurs mérites, mais surtout de leur
moralité. Mais comment est-ce que ça se ferait dans un Congo où on sait par exemple qu'il faut un informateur, il faut une majorité qui soit dessinée parce que celui qui n'est pas avec nous ne peut pas travailler avec nous, même si moi je le voudrais, mais il n'y a presque pas d'ouverture. Il faut aujourd'hui même toute la société civile adhère en politique parce que c'est la voie sine qua non de pouvoir accepter. Alors, comment est-ce que le pays pourrait atteindre cet objectif-là? Madame, vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il faut repenser notre schéma de gouvernance. Parce que si on refait la même chose, ne vous étonnez pas d'avoir le même résultat. Et moi, je me dis, même dans ce que vous décrivez là, il y a toujours possibilité de pouvoir recourir à la compétence. Ça n'exclut pas. Pour un directeur de cabinet, il faut nécessairement quelqu'un du Grand Katanga. Non, mais dans les Grands Katanga, il y a des gens qui ont de la compétence. C'est-à-dire ici, il faut. Mais qui sont de quelle obédience? Non, même dans la même obédience. Où vous voulez, il y a des gens sinon, il faut chercher des gens de confiance. Que ces partis politiques qu'ils aillent recruter des compétences. C'est ça le problème. Ils ne recrutent pas de compétences. Les compétences sont là. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on échoue lorsqu'on veut apporter des solutions politiques à des questions, par exemple, techniques ou bien économiques. Et le décollage de notre pays, c'est lorsque on aura des compétences. Il faut créer aujourd'hui ces talents qui vont piloter le développement de notre pays. Avoir une classe dirigeante. Et ça, Lee Kuan Yew l'a fait pour les Singapour. Il a recherché des dirigeants compétents. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, la proposition, par exemple, que je suis en train de faire, il faudrait qu'on recherche des compétences. Et vous allez voir, si on veut arriver à ces résultats, il faudrait par exemple que le gouvernement qui sera formé, que ce soit un gouvernement formé à 70% des technocrates. Durant c'est presque utopique. Hein? Durant ces questions, je parlais... Donc là, c'est une rupture que vous... Les technocrates ne travailleraient pas sous l'impulsion du chef, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le Djalelo. J'ai bien dit comme première condition, et ça marchait partout, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, si on a la volonté de le faire, on va le faire. Et nous sommes, je le répète, dans une période cruciale de l'histoire de notre pays. Il faut lever les options. Donc, il faut lever des options. Et c'est pourquoi je suis en train de parler des réformes audacieuses. Et parfois impopulaires. Oui, forcément, surtout dans ce contexte. Vous savez, lorsque des fois il faut sauver une âme, il faut appliquer la chirurgie. Ça fait mal, mais c'est pour sauver la personne. Et moi, c'est pourquoi je vous dis, le gouvernement doit être composé à 70% des technocrates. Des technocrates qui vont travailler pour la vision du chef de l'État, qui peuvent même venir de toutes ces obédiences. Ça n'exclut pas, mais qu'on trouve des gens compétents qui vont travailler pour l'intérêt général. Il faudrait que les autorités morales les laissent faire. Exactement. Oui, mais les autorités morales sont là, en fait, c'est comme des patriarches, c'est comme des sages pour que le pays puisse avancer. C'est à eux d'aller découvrir ces talents et de le mettre au service de la nation. Et cela va nous amener dans ce que, par exemple, je propose pour cela, vous avez ces 70% des technocrates qui vont travailler, parce qu'aujourd'hui, même en termes de portefeuille de l'État, de ministères, il y a des ministères aujourd'hui pour plus d'efficacité et réduire les chevauchements, mais surtout réduire tout ce qu'il y a comme lenteur décisionnelle et dans la mise en œuvre. Il faut regrouper certains ministères, le mettre ensemble. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez le ministère des pétentiques et du numérique. Ça doit être ensemble. Vous avez le ministère des infrastructures, transport et l'aménagement du territoire. Il faut le mettre ensemble. Agriculture, pêche et élevage. Oui, c'est pour l'éducation. C'est ça. C'est pour des raisons, en fait, aujourd'hui, d'efficacité. Et il y a des ministères qui demandent qu'à la tête, que ce soit des techniciens. Pas des politiques. Oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir dans l'histoire de ce grand pays, il faut d'abord mettre en place ce qu'on appelle les fondations. Dès que les fondations sont là, c'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui dans d'autres pays,
parce qu'il y a déjà la base qui a déjà été jetée. On peut venir après avec un politicien, un manager, et les choses vont marcher. Nous, on doit d'abord bâtir la base. Et vous allez voir en France, par exemple, le premier ministre qui a connu la France venait des écoles de pont, des écoles de mines. C'était des techniciens, il fallait d'abord jeter la base. Et ça, c'est très important. Il y a des ministères qui vont demander, il faut que ça soit un technicien, quelqu'un qui est du domaine, qui comprend les enjeux des infrastructures, du transport, les enjeux de l'énergie, des mines, et qui sait répondre à cela, des finances. Ça, c'est très important. Donc, la méritocratie sera une des conditions pour la réalisation de ces conditions. Et je vous parlerai comme quatrièmement, c'est le pragmatisme. Alors, le pragmatisme... Nous, on est francophones. Hein. Il semble que ce n'est pas à nous, ça. Exactement, c'est plus aux anglo-saxons, anglophones. Mais le problème ici, on veut les résultats ou pas? C'est pourquoi il faut voir ce qu'on appelle des best practices. Ce qui se passe ailleurs. Et le pragmatisme, c'est important. Parce que dans ce monde changeant, où vous avez besoin de solutions efficaces, il ne faut pas vous laisser en fait dans une enveloppe. Enfermé dans les théories. Dans les théories, dans des pratiques, même quand ça ne marche pas, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, il faut qu'on reste dans ça. C'est la routine. C'est le pragmatisme. Mais je vous signale, moi j'ai aimé, le chef de l'État fait mention de cela dans son discours, lorsqu'il parle de ces 6 engagements. Il dit ceci, il dit que c'est une manière pour moi de réaffirmer mon engagement, ma détermination à offrir des solutions pragmatiques. Il a dit ça. Et c'est ça, en fait, parmi les conditions pour réaliser. Je dirais déjà qu'il était éclairé, il savait que ça fait partie des conditions. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut passer aux actions concrètes. Alors, les actions concrètes, c'est ça. Il faut trouver. Les actions concrètes, vous savez, il y a le visionnaire. En management, nous, on dit cela. Il y a les visionnaires, mais il y a ce qu'on appelle les amplificateurs de la vision. C'est-à-dire, le chef a un rêve. Il veut quelque chose. Mais il faut des soldats qui vont réaliser ce que le chef est en train de rêver. Mais c'est ça. C'est la seule chose qui nous manque et il faut cela. Or, le chef ne voit pas tout. Il passe aussi par des intermédiaires pour le mettre au contact des soldats, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, dans d'autres pays, vous avez des chasseurs de cerveau, des gens qui vont identifier des talents pour le faire. Aujourd'hui, nous l'avons sur place, nous l'avons dans la diaspora. C'est quelque chose qu'il faut, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Et comme 5e condition, aujourd'hui, la réalisation de ces engagements passera entre autres par notre capacité à mobiliser tous les parties prenantes. Qu'est-ce que vous entendez par le gouvernement, le secteur privé, parce qu'ils ont un rôle à jouer. On parle aujourd'hui de la création d'emplois. Le premier employeur ne doit pas être l'État. Non, pas l'État. Il y a les secteurs privés. Les PME. Les PME qui soient créés. Vous avez la société civile. Mais vous avez aussi même l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre toutes les intelligences, les énergies ensemble. Vous savez, qu'est-ce qui conduit, qui guide aujourd'hui la croissance, le développement dans d'autres pays? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Savoir mettre l'intelligence ensemble pour avancer. Les défis que la RDC a aujourd'hui demandent à ce que les acteurs politiques se mettent ensemble, qu'ils mettent leurs intelligences ensemble. C'est que les secteurs privés travaillent avec les secteurs publics pour trouver des solutions, que la recherche, donc le corps scientifique travaille avec l'industrie pour trouver des solutions. C'est ça en fait qui permet aujourd'hui qu'un pays puisse en fait se développer, aller de l'avant. Voilà un peu de manière ramassée donc. Et voilà, prioritairement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, du point de vue prioritaire, je dirais d'abord, il y a nécessité ici de pouvoir travailler sur des réformes économiques, économiques et sociales, de pouvoir s'investir dans ce qu'est
j'appelle, vous verrez dans le document que j'ai pu produire, que c'est qu'on appelle les fondations de l'émergence. Et parmi cela, vous avez les capitales humains, qui a comme corollaire l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, tout ça. C'est les capitales humains. Aujourd'hui, c'est les capitales humains, c'est les secteurs qui sous-tendent le développement d'un pays. L'émir de Dubaï, on l'a posé une fois une question pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour développer son pays, dans quel secteur il a plus travaillé. Il a dit, je travaille sur 3 secteurs. Le premier secteur, c'est l'éducation. Deuxième secteur, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ouais. Ça veut dire quoi pour le Congo aujourd'hui? Dans un pays de Koulouna, et en cravate, et en relax. Avec un voilà, tout ça. Non, mais comme je dis, il faut développer dans les capitales humains. Les capitales humains, vous savez aujourd'hui, la RDC, en termes d'indice, le capital humain, nous sommes 175e pays sur 189, avec un score de 0,37. Alors que la moyenne de l'Afrique subsaharienne est à 0,40. Donc nous sommes même en dessin. 0,37 veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui en RDC, arrivé à l'âge adulte, il ne pourra développer que 37% de son potentiel productif qu'il aurait atteint s'il avait une scolarisation complète et s'il avait pu bénéficier d'un système de santé optimal. Exactement. C'est pour dire que nous avons un travail à faire dans ce secteur-là. Aujourd'hui, la richesse des nations, ce n'est pas ce que nous avons dans le sous-sol. C'est d'abord une richesse humaine. C'est cette qualité de personnes, des individus que nous avons. Donc, il faut consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement. Oui. Et pourquoi ne pas aussi, est-ce qu'aussi faire la gratuité dans la formation professionnelle peut-être? Vous savez, nous avons toutes ces possibilités. C'est pourquoi je me dis il faut ici un nouveau outil de planification qui traduit cette vision. C'est en fonction de cette vision. C'est comme ça que je dis. Et qui doit élaborer ce plan? Mais le plan, aujourd'hui, vous avez un ministère du plan. Qui a déjà 25 plans mais qui ne sont pas adaptés. N'ont pas marché. Aujourd'hui, il faudrait parce que parmi le faiblesse, c'est que ces plans doivent avoir connu l'inclusivité, la participation de toutes les parties prenantes dans l'élaboration de ce plan, de telle manière qu'on puisse s'en approprier après. Parce que lorsque les gens ne se reconnaissent pas dans un travail qui est fait, les gens ne vont pas s'en approprier. Exactement. Donc ça, c'est très important. Donc, comme je disais, les capitales humains. Aujourd'hui, ça fait partie en fait de secteurs sur lesquels il faudrait réellement investir. Comme deuxième secteur, vous avez les infrastructures. Parce que les infrastructures soutiennent l'économie d'un pays et constituent en fait ces soutiens pour réduire les inégalités sociales mais aussi territoriales. Et la RDC que nous voulons, la RDC développée, c'est cette RDC qui va avoir donc ces infrastructures structurantes de meilleure qualité qui répondent aux standards internationaux. Et ça, c'est très important. Et vous allez constater que dans toutes les stratégies d'émergence de différents pays que j'ai cités ici, les infrastructures ont toujours occupé une place de choix. Je prends l'exemple de la Corée qui a connu un développement fulgurant. Vous allez voir qu'ils ont mis en place depuis 1966 de plans quinquennaux, comme j'ai dit, avec une vision à long terme, mais assortie à des plans quinquennaux, où les 2 premiers plans quinquennaux, ils ont investi massivement dans les infrastructures de transport, dans l'énergie, dans tout ce qui est en termes d'INTIC. Ils ont investi massivement dans ces secteurs.
Ce qui a permis que nous puissions avoir aujourd'hui de changements en fait, qu'on a connus au niveau de la Corée du Sud. Donc, et entre autres, les infrastructures, c'est aussi une source d'emploi. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a tout ce qui naît à côté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? À côté de développer dans les infrastructures, ils ont développé dans l'industrie liée, par exemple, aux infrastructures. Monsieur Bodom Matungulu, comment institutionnel et à l'amélioration du climat des affaires. Ça, c'est très important. C'est ce qui sera la base pour que nous puissions avoir ce résultat. Et cinquièmement, c'est en fait ça. Il faut restaurer l'autorité de l'État, garantir la paix et la sécurité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, la base même du développement, c'est la paix. Exactement. On ne peut construire que dans un pays qui est en paix. Les investisseurs ne peuvent venir que là où il n'y a pas de bruit de bottes. Il n'y a pas de bruit de bottes. Donc, c'est pourquoi, pour que nous puissions arriver à réaliser tout cela, nous avons besoin de garantir la paix sur l'étendue de notre pays. Et pour cela, il faut que, je reviens sur ce que j'ai dit, cette intelligence collective de tous les acteurs politiques. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, notre seul but, c'est de voir la RDC se développer. Moi, je dis toujours que le développement n'a pas de couleur politique. Que vous soyez de gauche, d'opposition, que vous soyez de la majorité, on a tous besoin de voir des routes, d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau. Les enfants doivent bien étudier. Les enfants doivent bien étudier, les enfants doivent aller à l'hôpital, les adultes, pas seulement les enfants. Donc ça, il n'y a pas de couleur politique pour cela. Les développements, c'est pourquoi je pense que l'heure est venue où les Congolais doivent se mettre ensemble et réfléchir sur les devenirs de notre pays. Arrêter les guerres politiciennes, parce que cela ne mène à rien. Ce dont on a besoin ici, c'est le développement de notre pays. J'espère que les autorités ont entendu. Il faut mettre ensemble l'intelligence congolaise. Pas que les autorités. Est-ce que ça ne s'adresse qu'aux autorités, même si c'est disproportionné, enfin proportionné selon... Non. Mais ça s'adresse à qui et comment accéder à votre profonde réflexion? Non, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à l'ensemble des Congolais, les 100 millions de Congolais. Parce pour vous, c'est 100 millions aussi, hein? Oui, les 100 millions de Congolais, ça s'adresse à ces 100 millions de Congolais qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire où les équilibres géopolitiques sont en train de changer. Les jeux de pouvoir se font. Les puissances d'hier ne seront pas les puissances de demain. Et nous devons trouver notre place. Et ça, il faut être du bon côté des puissants. Être de l'histoire. Ah oui, pourquoi ne pas être le puissant? Pourquoi pas être le puissant? Nous avons ces capacités. Et surtout avec intelligence collective. Nous avons tout aujourd'hui. Moi, vous savez, j'ai été interpellé une fois dans une conférence où j'étais. Il y a quelqu'un qui me dit, mais vous savez que la RDC, c'est vous qui deviez être la locomotive du développement de l'Afrique. La puissance de l'Afrique, c'est vous. Et moi, je vous dis que tout le monde le sait. Et on ne va pas vous laisser pour le devenir. Nous devons réclamer notre position. Et pour y arriver, il faut travailler en intelligence, travailler ensemble. Il faut se la jouer collectif. Je prends juste l'exemple de... on a tous aimé notre équipe de football. Vous avez vu les collectifs qu'avaient notre équipe de football, les Léopards. Et ils sont arrivés jusqu'à la 4e place. C'est ce qu'il nous faut. Il faut se jouer collectif, que l'intérêt général puisse primer d'abord. Et c'est comme ça que moi je dis que les Congo d'hier ne va pas ressembler au Congo d'aujourd'hui ni de demain. Ça sera différent. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir. Il faut l'inventer. Dans le Congo que nous voulons, il faut l'inventer. Et ça, il faut que tout le monde se mette ensemble pour travailler pour que cela puisse arriver. Ce sera là votre dernier mot. Je pense que ce sera là mon dernier mot. Président, pour aujourd'hui, bien sûr. On pourra la réflexion se la réflexion sur le document que nous avons produit sur ce que j'appelle ici le plan stratégique RDC émergent 2050. Il a combien de pages déjà?
Ah, c'est une centaine de pages. On le trouve où? En ligne? Non, je ne l'ai pas encore publié. Je vais les réserver exclusivement d'abord aux autorités avant de pouvoir le mettre. D'accord. Je rappelle que vous êtes ingénieur civil, président du think tank RDC Stratégie. Vous avez un exécutif master en politique et management, potentiel Afrique de l'université Sciences Po Paris, France. Votre travail avait porté sur la proposition d'un nouveau cadre de planification de la République démocratique du Congo et vous vous appelez Monsieur Bodom Matungulu. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de dossier de la rédaction. Merci, le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on a partagé une des parties du plan stratégique RDC émergent en 2050. On a encore le temps d'y parvenir, si on s'y met. Je serai toujours disponible pour revenir. Voilà, messieurs, c'était notre réflexion à nous tous pour réinventer le Congo que nous voulons et que nous léguerons. Merci de nous avoir suivis religieusement.